Bonjour à toutes et à tous, soyez les bienvenus dans Géopolitis consacré à la nouvelle guerre qui oppose le Hamas à Israël. L'attaque massive du Hamas lancée il y a une semaine depuis Gaza a pris tout le monde de court, à commencer par l'armée et les services de renseignement israéliens. Le nombre de civils assassinés par les terroristes du mouvement islamiste palestinien est sans précédent dans l'histoire d'Israël. Les récits des massacres dans les kibboutz concernés sont effroyables. Les représailles ne se sont pas fait attendre. Gaza est sous le feu de l'armée israélienne. Les opérations en cours ont entraîné la saturation des hôpitaux, de graves pénuries et des déplacements de populations à l'intérieur de l'enclave palestinienne. La crise humanitaire est sur place d'ores et déjà désastreuse. La guerre sera longue et difficile, a prévenu le Premier ministre israélien Benyamin Netanyahou. Les populations civiles de part et d'autre sont évidemment les premières victimes de cette situation exacerbée par la radicalisation et le fanatisme. Les Gazaouis se retrouvent ainsi prisonniers des décisions du Hamas. Nous verrons dans quel contexte ce mouvement, classé parmi les organisations terroristes par de nombreux États, a été porté au pouvoir. De véritables scènes de cauchemar. L'offensive lancée la semaine dernière par le Hamas contre Israël, par air, terre et mer, en plein Shabbat, a conduit au massacre de centaines de civils israéliens. Le bilan ne cesse d'être revu à la hausse. Cet assaut, le plus meurtrier sur le territoire d'Israël depuis sa création, a agi comme une déflagration dont les effets se font sentir bien au-delà du Moyen-Orient. Les représailles sont en cours à Gaza, c'est le début d'une nouvelle guerre avec, comme à chaque fois, les populations civiles qui en sont victimes. Alors quelles conséquences pour Israël, pour les territoires palestiniens, mais aussi pour le monde? Avec nous dans cette émission, Pascal de Crouza, expert en relations internationales et spécialiste du Proche-Orient. Mais revenons tout d'abord en images sur les événements et les réactions qui ont suivi. Elsa Anguinolfi. Des milliers de roquettes lancées et une offensive terrestre sans précédent. Des terroristes des brigades Al-Qassam, la branche armée du Hamas, détruisent par endroits les murs et barrières érigés par Israël autour de Gaza, comme sur ces images diffusées par le Hamas. Certains tentent de passer par la mer, d'autres arrivent par les airs à l'aide de parapentes motorisées. Ils attaquent des villes israéliennes et des kibboutz. Prennent des otages par dizaines au moins. Des massacres sont rapportés avec de nombreuses victimes civiles. Les gens se cachaient, ils essayaient de trouver un abri quelque part. Ils se cachaient dans les placards, sous les lits. C'était terrible. Nous avons vu des petits-enfants ligotés, à qui on tire une balle dans la tête. Des gens qu'on brûle vifs, des jeunes filles violées et massacrées, des combattants décapités. Les incursions du Hamas au pouvoir à Gaza se sont faites sur plusieurs fronts côté israélien. Tel Aviv riposte en bombardant Gaza et déclare la guerre au Hamas. 300 000 réservistes sont mobilisés. Israël annonce un siège total de ce territoire où vivent 2,3 millions de personnes. Nous imposons un siège complet à Gaza. Pas d'électricité, pas de nourriture, pas d'eau, pas de gaz. Tout est fermé. Nous sommes confrontés à des sauvages et devons agir en conséquence. À Gaza, les frappes israéliennes font de nombreux morts et blessés. Nous dormions paisiblement chez nous et nous avons été soudainement bombardés. Les maisons de membres de ma famille, de mes voisins et la mienne ont été touchées. Ce sont des enfants. Qu'ont-ils fait? Ils sont tous morts, tous les enfants, toutes les femmes. Et si vous cherchez des combattants, allez les combattre. Ici, nous ne faisons rien.
Au lendemain de l'attaque du Hamas, Israël frappe le sud du Liban en réponse à des tirs du Hezbollah. Le Hezbollah libanais est soutenu et armé par l'Iran, tout comme le Hamas à Gaza. Les accusations liées à un rôle iranien dans cette opération reposent sur des raisons politiques et visent à justifier la lourde défaite du régime sioniste. Les États-Unis envoient leur plus gros navire de guerre en Méditerranée orientale. Un message en direction de Téhéran. En septembre, le prince héritier saoudien Mohammed Ben Salman avait laissé entendre qu'un accord de normalisation des relations entre Israël et l'Arabie saoudite pourrait se concrétiser. On s'en rapproche tous les jours. Le prince a depuis rappelé que l'Arabie saoudite continuait à soutenir le peuple palestinien pour qu'il puisse exercer ses droits légitimes à une vie décente, selon l'agence de presse officielle saoudienne. En 2020, les Émirats arabes unis et le Bahreïn, suivis par le Soudan et le Maroc, avaient signé des accords de normalisation de leurs relations avec Israël, les accords dits d'Abraham, promus par les États-Unis. La violence de l'offensive du Hamas et de la riposte israélienne pousse les pays de la région à se positionner à nouveau sur la question palestinienne. Pascal de Crouzat, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes expert en relations internationales, spécialiste du Proche-Orient. Cette offensive du Hamas a ramené brusquement la question palestinienne sur le devant de la scène internationale. On va s'intéresser aux conséquences. Alors face à son ampleur, au traumatisme, Israël y répond dans l'immédiat par la force. Mais qu'est-ce que cela va provoquer à plus long terme dans ce pays où la population est à la fois en état de choc et en rage ? Alors dans l'immédiat, vous le dites, hein, en rage, le pays va se lever comme un seul homme et une seule femme et rejoindre les rangs de l'armée pour aller venger l'affront, si possible, libérer les otages et peut-être détruire le Hamas, éradiquer complètement le Hamas, quel que soit le prix à payer pour l'armée israélienne, peut-être pour les otages et pour la population palestinienne. Dans un deuxième temps, et ce deuxième temps pourrait venir assez rapidement, il risque d'y avoir une espèce, au-delà de cette union sacrée, une exacerbation des tensions que l'on observe au sein de la société israélienne depuis des mois, où vous avez une partie de la population qui soutient à bout de bras Benjamin Netanyahou, qui veut des réformes visant à affaiblir les check and balance, les contrôles qui mettent des limites au pouvoir de la coalition de Benjamin Netanyahou, et puis d'autre part, une partie de la population qui conteste cette démolition de la démocratie israélienne. Alors pour l'instant, tout le monde est uni face à l'adversité, face à l'attaque sans précédent en termes d'atrocité, en termes de nombre, en termes d'ampleur commises par le Hamas, mais on entend déjà des voix qui disent que le gouvernement va devoir payer pour l'incurie, et puis d'autre part, du côté des partisans de Netanyahou, des gens qui disent oui, mais la gauche et le centre qui organisaient des manifestations contre le gouvernement de Netanyahou, qui disaient qu'ils n'allaient pas aller servir dans les jours de réserve dans l'armée, sont responsables, eux, de cela. Et donc on voit une sorte d'exaspération de part et d'autre et d'exacerbation de tensions préexistantes qui vont vite faire revenir sur le devant de la scène. Cette attaque a fait des centaines et des centaines de morts côté israélien. Les commandos du Hamas ont en outre enlevé des dizaines au moins de personnes. Ce sont des civils et de tout âge par ailleurs. Ils ont été emmenés de force à Gaza. Le correspondant de RTS en Israël, Stéphane Amar, est allé à la rencontre des familles d'otages. Elle raconte son histoire à longueur de journée. La mère et la fille de Galit ont été enlevées par des miliciens islamistes dans un kibboutz frontalier de la bande de Gaza. Je suis sortie de mon abri et j'ai enfin eu du réseau. J'avais plein de messages, mais ma mère et ma fille ne m'avaient pas rappelé. J'ai appelé aussi ma sœur. J'ai compris que dans leur kibboutz, la situation était encore pire. Ils sont venus pour tuer et pour kidnapper des gens. Et c'est ce qu'ils ont fait. Ils ont pris des enfants, ils ont pris des vieillards. Qu'est-ce qu'ils ont à faire des vieillards? Les rescapés du massacre du kibboutz ont été rassemblés dans cet hôtel de la mer Morte, à une centaine de kilomètres de Gaza. Tout le pays se mobilise pour leur apporter des vivres.
L'État a abandonné ses citoyens, pas seulement pendant la guerre, mais aussi après. Personne ne s'occupe de leur donner de la nourriture. Alors les commerces de ma ville ont rassemblé des vivres pour qu'ils surmontent cette horreur. 6 personnes ont été enlevées dans le kibboutz. Toute la communauté espère qu'elles reviendront un jour. Je ne veux pas les qualifier d'animaux parce que je prie pour qu'il y ait quelque chose d'humain en eux. Et que grâce à cela, ils ne s'en prennent pas à ma mère, et à ma fille, et à ma nièce magnifique, et à mon neveu adoré, et à leur papa. Je prie pour qu'ils ne soient pas des animaux. Je ne veux pas voir les vidéos. Je ne veux même pas imaginer ce qui s'est passé. Dans le passé, les gouvernements israéliens ont libéré des centaines de Palestiniens contre un otage israélien. Cette fois-ci, les règles du jeu pourraient changer. Pascal de Crouzat, la prise d'otage, là, on est vraiment au cœur de la hantise de la population, mais aussi évidemment des autorités israéliennes, pour qui ramener les citoyens à la maison en sécurité relève, et depuis toujours, c'est viscéral, c'est historique, d'une nécessité absolue. Oui, c'est viscéral, c'est historique, ça remonte même probablement dans une certaine mesure au sentiment de culpabilité qu'ont eu les autorités du Yishuv, du futur État d'Israël, pendant la Deuxième Guerre mondiale, à avoir été incapables de sauver les Juifs de la Shoah en Europe. Donc c'est quelque chose de très ancien, très enraciné. Israël a toujours fait son possible pour ramener les otages, quel qu'en soit le prix. Souvenez-vous du raid sur Entebbe, souvenez-vous de l'assaut sur l'école où avaient été pris des otages à Maalot en 1974. Donc un effort constant pour les ramener. Ceci étant dit, ces dernières années, au vu du levier incroyable que donne au Hamas et aux autres organisations radicales combattant Israël le fait de détenir des otages israéliens, au sein de l'armée, d'abord, il y a une évolution avec la directive Hannibal, Noal Hannibal, qui dit qu'il faut absolument éviter que des otages soient pris et l'armée peut tirer même sur les preneurs d'otages, même si ça entraîne blessure ou mort des otages. Et peut-être un élargissement de cette doctrine aux civils pris en otage ferait que le gouvernement, mais aussi l'opinion publique, accepterait de payer un certain prix en termes d'otages victimes, de même qu'il y aura un prix en termes de centaines de soldats qui seraient tués pendant les combats, au cas où le gouvernement décidait d'aller jusqu'au bout et de conquérir Gaza complètement pour éradiquer le Hamas à Gaza, comme il avait été fait pour l'OLP à Beyrouth. Et peut-être que dans cette équation, dans ce but suprême, que le Hamas ne puisse plus jamais commettre ces atrocités face à Israël dont on a été témoin samedi passé, eh bien, que la destruction complète du Hamas pourrait entraîner non seulement la mort de soldats, mais aussi des otages, et que c'est peut-être le prix à payer pour que ça ne se reproduise jamais. Néanmoins, dans cette guerre des images, le Hamas a réussi son coup, si on peut dire, terroriser la population israélienne. Il y avait aussi un autre objectif, c'est vraiment celui aussi de s'imposer face aux différents mouvements palestiniens, même si l'autorité palestinienne est en ce moment assez muette. Bon, les autres mouvements, il y a une sorte de vide en face de lui. Le djihad islamique est un mouvement plus petit, qui ne fait pas vraiment le poids face au Hamas. L'autorité palestinienne est exsangue, dirigée par un homme de 87 ans. Ce n'est pas un âge forcément qui empêche de diriger, sauf que dans son cas, il alterne entre impuissance, inaction et déclarations parfois antisémites, comme ça a été le cas il y a quelques semaines. Donc pour ça, il pouvait s'imposer. Je crois qu'il voulait surtout rappeler, en particulier au monde arabe, mais aussi à la communauté internationale, l'existence de la cause palestinienne qu'il voyait menacée d'une menace fatale avec le rapprochement en cours entre Israël et l'Arabie saoudite. Et avec tout ça, une population à Gaza qui en fait les frais. Qui en fait les frais et qui va en faire les frais de plus en plus en cas d'invasion terrestre, qui immanquablement va entraîner la mort probablement de milliers, voire plus, de Palestiniens. Je ne sais pas s'il y avait une invasion complète. Comme il n'y a pas d'endroit où la population peut réellement se mettre à l'abri, à part quelques écoles de l'UNRWA, les pertes seraient absolument effroyables. Et cette population, elle ne soutient pas unanimement le Hamas. Bien sûr, elle est hostile à Israël, qui l'assiège, qui la maintient sous blocus depuis des années et des années, mais elle n'est pas forcément complice des crimes du Hamas. Elle va en payer le prix, prise quelque part en otage. Et quand il y a eu des manifestations contre le Hamas de la population de Gaza, elles étaient rapidement réprimées à coups de matraque, voire pire. Le Hamas, qui est un mouvement islamiste palestinien classé terroriste par un grand nombre d'États, dans quel contexte est-il né et comment a-t-il été porté au pouvoir à Gaza? Voyez le rappel de Karima Benamrouche. Gaza, décembre 1987.
La population se soulève contre l'occupation israélienne. C'est le début de la première intifada et la naissance du Hamas, le mouvement de la résistance islamique. L'un de ses fondateurs est Ahmed Yassine, issu des Frères musulmans. Le but de l'organisation, islamiser les territoires palestiniens, obtenir une souveraineté, mais aussi détruire l'État d'Israël, dont elle ne reconnaît aucune légitimité. 13 septembre 1993, les accords d'Oslo marquent un tournant dans le conflit israélo-palestinien. Permettez-moi de vous dire, à vous les Palestiniens, que nous sommes destinés à vivre ensemble sur le même sol, sur la même terre. Si cette poignée de main historique devait marquer un espoir de paix, le Hamas rejette ces accords. Commence une série d'attentats suicides meurtriers qui affaibliront le processus de paix. En concurrence avec le Fatah de Yasser Arafat, le Hamas arrive au pouvoir à Gaza après sa victoire aux élections de 2006. C'est la rupture avec l'autorité palestinienne, expulsée de la bande de Gaza après des combats fratricides, et le début du règne sans discontinuer du Hamas dans cette région. Sous blocus israélien et sans nouvelles élections, le Hamas ne cesse d'accroître ses forces et compte plusieurs milliers de combattants. S'il est considéré comme une organisation terroriste par les États-Unis et l'Europe, il bénéficie de soutien de la part de ses voisins. L'Iran et le Hezbollah libanais lui fournissent armes et équipements. Le Qatar les aide financières. Face à une autorité palestinienne vieillissante et qualifiée de corrompue, le Hamas profite de la situation pour recruter parmi une jeunesse désœuvrée. Nous nous battons pour une cause qui concerne tous les Palestiniens et même le monde arabe et islamique. Le Hamas, principale force parmi les groupes palestiniens, fait aujourd'hui figure d'organisation à abattre pour Israël. Pascal de Crouza, on l'a évoqué dans le sujet, ces liens entre le Hamas, le Hezbollah et l'Iran. Dans cette configuration, peut-on craindre un embrasement généralisé de la région ? Alors, si un embrasement devait se produire, il viendrait à travers une extension du conflit vers le Liban, à travers le Hezbollah. Le Hezbollah, on pourrait dire de lui qu'il n'a pas intérêt objectivement à se mêler à la bataille. La dernière fois qu'il l'avait fait pour venir au secours des Palestiniens, en 2006, après l'enlèvement de Gilad Shalit, il s'était trouvé entraîné dans une guerre dévastatrice et le chef du Hezbollah lui-même, Hassan Nasrallah, avait dit après que s'il avait su, il ne serait pas entré en guerre. Alors, encore une fois, le Hezbollah n'a pas intérêt à le faire a priori. Et jusqu'à présent, il s'est contenté de petits échanges de tirs avec Israël. Cependant, le problème avec cette analyse anti-embrasement, c'est que c'est exactement l'analyse que faisaient les services de renseignement, les services israéliens à propos du Hamas. Ils disaient que le Hamas est une puissance est une autorité qui n'a pas intérêt objectivement à une guerre. Elle s'est montrée responsable, elle s'est montrée gardienne du statu quo quand il y a eu des affrontements entre Israël et le djihad islamique en mai. Donc, Gaza a l'air d'être calme. Et c'est exactement ce type d'analyse basée sur utilité et risque qui a volé en éclats samedi matin. Donc on ne peut pas totalement exclure que le Hezbollah se trouve entraîné dans la guerre, peut-être à son corps défendant, en particulier si une opération terrestre à Gaza devait faire des milliers de morts parmi la population civile palestinienne et le Hamas se trouvait au seuil de l'écrasement. Alors le Hezbollah pourrait rentrer en conflit. S'il le faisait de manière trop massive, les États-Unis, qui ont promis l'aide à Israël, en parole mais aussi en acte, ils ont envoyé un groupe de combat naval avec le porte-avions le plus formidable en termes de puissance du monde, le Gerald Ford, qui peut envoyer des F-35, des F-18 accompagnés de bateaux lanceurs de missiles. Donc les États-Unis pourraient être entraînés à frapper eux aussi le Hezbollah au Liban. À partir de là, bien sûr, toute la question serait est-ce que l'Iran voudrait mettre la pression en bloquant le détroit d'Ormuz, et là on se trouverait dans une configuration plus grande. A priori, ce n'est pas un risque dominant, mais il n'est pas écartable. Vous parlez des États-Unis, les États-Unis qui sont derrière vraiment le processus de normalisation engagé entre les pays arabes et Israël. On sait que des négociations étaient en cours entre l'Arabie saoudite et Israël. Alors l'Arabie saoudite, était-ce vraiment pour le Hamas la ligne rouge à ne pas franchir ? Est-ce qu'il est question vraiment là de risque existentiel pour le Hamas ? Alors elle l'est d'abord d'un point de vue politique et religieux, puisque l'Arabie saoudite, c'est la seule puissance véritablement dans le monde arabe qui compte. C'est la gardienne des premiers et seconds lieux saints de l'islam à la Mecque et Médine. Et si elle signe avec Israël sur le dos des Palestiniens, c'est-à-dire en disant oui, on va essayer
d'améliorer leur sort, mais sans leur donner une possibilité d'autodétermination, c'en est fini des rêves palestiniens d'être libres sur leur terre. Donc ça, c'est un risque existentiel. Il y en a un second derrière l'Arabie saoudite et les États-Unis, derrière ce rapprochement, c'est qu'en fait, dans le cadre des grandes confrontations géopolitiques mondiales, en particulier le duel du siècle entre les États-Unis et la Chine pour la prééminence dans le monde, avec la Russie derrière, l'Iran qui sont dans le même axe. Eh bien, dans ce cadre-là, c'est passé un peu inaperçu à l'époque, mais lors du G20, le 9 septembre, il a été signé un mémorandum d'accord sur un corridor économique qui irait de l'Inde à l'Europe, à travers les pays du Golfe, l'Arabie saoudite et Israël. Et là, il y a un point très important. Benjamin Netanyahou, le soir même de la signature, exulte sur la télévision israélienne en disant « c'est un grand soir pour Israël. Nous allons être inclus dans le plus grand, dans le plus important projet de coopération qui n'ait jamais existé pour nous. Nous sommes un point clé dans ce corridor, cette route qui va de l'Inde vers l'Europe. Et le point clé du point clé, c'est le libre passage entre l'Arabie saoudite et Israël. Et donc la normalisation entre l'Arabie saoudite et Israël, non seulement permet de sceller les accords d'Abraham, qui est une dimension un peu spirituelle, mais elle a une forte composante économique. Elle permet à l'Occident collectif et certains pays du Sud, l'Inde, le Golfe, l'Arabie saoudite, de en fait créer des routes d'approvisionnement alternatives à celles que sont en train de construire les Chinois, avec une prééminence et une avance, la route de la soie. Et donc, évidemment, et aussi à la route nord-sud qui va de la Russie vers le Golfe à travers l'Iran. Donc, pour l'Iran, ce projet est aussi une menace. Donc, vous avez une espèce de coalition d'intérêts. Et en faisant se déclencher cette guerre, l'accord entre Israël et l'Arabie saoudite devient très difficile pour les temps à venir. Et par ricochet, cet intérêt de l'Occident global de construire des routes d'approvisionnement alternatives de l'Asie vers l'Europe est aussi mis au réfrigérateur. Alors, on voit que les enjeux sont majeurs. Est-ce que cela va obliger les États-Unis à se repositionner véritablement et à être détournés de leur objectif principal, c'est-à-dire la zone Asie-Pacifique, pour revenir sur le terrain du Moyen-Orient? Il y avait chez les démocrates et les républicains, déjà de l'époque de Hillary Clinton et de l'équipe Bush, ce pivot effectivement vers l'Asie. On parlait presque avec mépris du vieux monde qui était l'Europe et le Moyen-Orient. Et la guerre en Ukraine, l'invasion de l'Ukraine a obligé les États-Unis à se recentrer un peu sur l'Europe et maintenant c'est vers le Moyen-Orient. À qui cela profite-t-il? Eh bien, le problème pour les États-Unis, c'est les stocks de munitions. Ils ont promis et ils envoient déjà des munitions à Israël. S'il y a un conflit avec le Hezbollah, plus de munitions encore vont être utilisées. Ces munitions ne pourront pas aller vers l'Ukraine pour essayer de contenir les gains de la Russie et dissuader à l'avenir le maître du Kremlin de rééditer des aventures militaires ailleurs. Et puis ces munitions ne seront également pas disponibles s'il fallait aider des alliés dans une autre crise, en Extrême-Orient par exemple. Pensez à la Corée du Nord, à Taïwan, etc., en mer de Chine. Donc on est véritablement dans un jeu local qui s'insère dans un grand duel global qui domine cette partie du XXIe siècle. Et en attendant, est-ce que la Chine pourrait en profiter? On pense bien évidemment à Taïwan. Alors ça, il faudra demander à des spécialistes, à des sinologues, mais la Chine a des problèmes à régler. Peut-être le Taïwan, elle attend probablement le résultat des élections l'année prochaine, qui décidera, c'est sûr que c'est un but avoué du régime de reprendre le contrôle de Taïwan. Ils ont dit qu'ils avaient une préférence pour le faire, ça a été réitéré lors des congrès du Parti communiste chinois en novembre dernier et en mars. Ils ont réitéré qu'ils avaient une préférence pour que ça se fasse de manière pacifique, mais ils n'écartaient pas l'option militaire. Et alors, pour l'instant, peut-être pas. Ça, il faut vraiment demander à des spécialistes de la question, pour autant qu'ils aient des réponses. Mais ce qui est sûr, c'est que le niveau de munitions qui baisse de plus en plus en Occident, pour contenir d'autres crises, va poser un problème dans les années à venir, à moins d'augmenter massivement les lignes de production. Mais on sait les États-Unis capables de ce genre de prouesse. On l'a vu pendant la Seconde Guerre mondiale. Pascal de Crouzat, merci infiniment. Merci. Les rédactions de la radio-télévision suisse et de TV5 Monde sont bien évidemment mobilisées pour rendre compte dans nos différentes éditions des derniers développements de cette guerre qui oppose le Hamas à Israël. Vous retrouverez Géopolitis la semaine prochaine sur notre chaîne YouTube, sur TV5 Monde et sur la RTS, mais exceptionnellement RTS2 à 12h30 en raison des élections fédérales. Merci d'avoir été avec nous, bien à vous et à bientôt.